Alors, bienvenue à la revue de l'actualité crypto présentée par ton Crypto Coach. Cette fois-ci, nous allons passer au travers de l'ensemble des actualités qui ont eu lieu cette année. Force est d'admettre que ça a été une année qui a été très, très, très spéciale parce qu'on est passé genre de weirdo à normal. Donc, l'année 2025, c'est l'année de la normalisation. C'est l'année aussi où est-ce que, les actifs numériques sont devenus le petit chouchou de la finance traditionnelle. Alors, à commencer par BlackRock, pour pas le nommer. Et puis, on voit qu'il y a un écosystème parallèle qui existait un peu en marge, qui est devenu vraiment intégré au cœur de la finance mondiale. Et ce n'est pas rien. Alors, on va passer au travers de l'ensemble des actualités cette année qui soulignent ce changement de paradigme incroyable. Les trois grandes forces transformatrices de l'année 2025, ça se résume à l'adoption institutionnelle. Des fonds de pension qui ont acheté des ETF, des géants de Wall Street, etc. Côté de la clarté réglementaire, il n'y a plus personne qui a peur de perdre ses caleçons. Donc, parce que ce qui se passe, c'est qu'il s'est passé un paquet de lois tout au long de l'année où est-ce qu'on a éclairci le jeu un peu. C'était complètement trouble avant et je pourrais peut-être y revenir tantôt. Et c'est aussi l'année de la maturation technologique où des infrastructures de paiement mondiales sont en train de voir le jour sur la blockchain. On va y arriver avec des gros joueurs comme Mastercard, etc. C'est quand même pas rien. Donc, à ce stade-ci, on voit qu'il y a un pont très, très, très solide qui se crée entre le monde de la crypto et le monde de la finance traditionnelle. Et la DeFi, donc la finance décentralisée, c'est cette finance-là qui appartient au monde de la crypto. Bon, l'agenda, on va passer au travers des mois, mois par mois. On va faire une analyse et puis on va faire une conclusion sur 2025. Ensuite, on va parler un peu de la suite en 2026, à quoi s'attendre. Donc, commençons par janvier. Donc, janvier, c'est l'entrée de la finance traditionnelle. Ça a débuté en force avec l'acceptation un peu forcée par la Securities and Exchange Commission, qui est un organisme réglementaire qui gère ceux qui émettent des securities. Donc, des securities, c'est des produits d'actifs qu'on peut acheter et tout ça. Donc, BlackRock a commencé à produire un nouveau produit, à émettre un produit qui s'appelle l'ETF IBIT. Donc, en gros, ils possèdent des bitcoins dans leur coffre et ils émettent des papiers. Vous achetez des titres sur ce bitcoin-là. Et la force de cet outil-là, c'est que vous pouvez acheter et vendre au prix du marché en tout temps. Et ça a donné un peu de légitimité. Quand le plus gros joueur de la planète arrive et il dit, nous autres, on aime ça, Bitcoin, on pense que c'est un flight for safety, c'est un vol vers la sécurité et que c'est important de mettre ça au portefeuille. Quand que le plus gros joueur embarque là-dedans et commence à en faire des produits dérivés, à en vendre, ça donne beaucoup de légitimité et de la visibilité au Bitcoin. Ça a été suivi d'une semaine après l'euphorie de se rendre compte que Wall Street embrassait clairement et a été accepté d'ailleurs par la réglementation à pouvoir commencer à émettre ses ETF Bitcoin. Trump arrive et fait un faux pas. Donc, on dit à la blague un Trump and dump, mais en gros, il a lancé la crypto-monnaie Trump, son Trump Coin, et puis il y a eu plein d'initiés qui ont été capables d'acheter ça à 1,21 $. Il y a eu un grand battage médiatique pour faire la montée du prix jusqu'à environ 75 $. Et par la suite, il y a eu une revente massive. Donc, les gens qui étaient bien, bien, bien positionnés depuis le début ont décidé de vendre en vrac massivement et ça a fait chuter le cours à 4,29 $. Donc, c'est pour ça qu'on appelle un pump and dump. Donc, on pousse le prix, achetez-en, puis quand tout le monde en a acheté, là, à ce moment-là, ceux qui l'ont acheté moins cher, ils vendent, puis ils font du profit sur le dos des autres. Et c'est pas étonnant de la part de Trump, clairement. À la fin, il justifie les moyens dans le cas de ses personnages, mais il a fait la même chose le lendemain ou le surlendemain avec Melania Coins, celui-là pour sa femme, qui est passé dans le fond de héros à zéro, c'est-à-dire il a monté jusqu'à 13,38 $ et pour chuter ensuite de ça à 12 cents. On parle bien sûr de dollars américains et là, ça représente une chute de 98,5. Et non, ce n'est pas la radio qu'on écoute, c'est carrément une chute vertigineuse qui s'est passée sur ce produit-là, si on peut appeler ça un produit. C'est ce qu'on appelle les meme coins, quand les gens lancent des cryptos à leur nom. Ça vaut ce que ça vaut. Je pense que c'est plus du hype que d'autres choses. Ça a été aussi l'arrivée du JP Morgan Coin, donc le JPMD. En gros, c'est que JP Morgan a décidé de créer un token à l'interne pour pouvoir moderniser ses échanges de valeurs à l'interne et avec les banques, les institutions financières avec qui il est correspondant bancaire. C'est comme un outil interne, mais ça témoignait quand même de l'intérêt grandissant pour l'utilisation de ces nouvelles technologies-là. Donc, pour JP Morgan, qui a été, dont le président est Jimmy Dimon, qui a toujours bitché contre Bitcoin historiquement,
et ont même manipulé le marché à plusieurs reprises. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Là. Je veux pas l'accuser de quoi que ce soit, je veux pas aller en prison, mais force est d'admettre qu'il a probablement travaillé très, très fort pour faire des pump and dump de son côté. Et donc, depuis en 2014, on se rappelle que le CEO de JP Morgan disait que Bitcoin, c'était une fraude. Et puis, qui étaient les 4 gros portefeuilles à acheter massivement du Bitcoin au bas de la courbe? C'était des portefeuilles en lien avec JP Morgan. Alors, voilà. Mais là, c'est un tournant. C'est comme si à Go, ils revirent leur chemise puis ils font comme bon, if you can beat them, join them. Donc, c'est très intéressant de voir que assez rapidement, ça s'est arrivé à peu près en même temps que les bévues de Trump puis son Trump and Dump. Un peu plus tard, quelques jours après, l'abolition officielle de la note SAB 121. Ça a l'air un peu technique, là, mais tu sais, comme un enfant de 4 ans peut quand même comprendre ça. En gros, c'est que sous l'ère Biden, pour pouvoir détenir des cryptoactifs, on pouvait pas, en tant que banque, dire « Ah, j'ai un Bitcoin, donc j'ai une valeur de 1 Bitcoin à mon actif, à mon bilan. » Donc, c'est comme si le Bitcoin n'est pas dans ta tirelire. Tu sais. Oui, tu le possèdes au nom de ton client, mais tu peux pas dire que tu as cette valeur-là à tes livres. Fait que ça n'embellit pas ton bilan du tout, du tout, du tout. Donc, ça devait même être inscrit comme un passif. Donc, voyez-vous. Fait que tu as un actif qui vaut comme un actif, mettons, de 100 000, qui vaut un passif de 100 000 à ton propre bilan. Il n'y a rien de plus dissuasif que ce genre de mesure-là. Et c'était la Securities and Exchange Commission qui avait lancé cette note-là interne que les banques suivaient religieusement, bien sûr, parce que c'était coûteux en termes de capital. Ça faisait pas paraître leurs livres très, très jolis. Puis en plus de ça, c'est un paquet de troubles, en fait, au final, pour pas faire d'argent. Et puis, là, récemment, en fait, au début de l'année, Trump a signé un décret pour abolir cette note-là, en fait. Et c'est la Securities and Exchange Commission qui a tout simplement abandonné cette note-là. Et ça veut dire que ça ouvre la porte aux services de garde. Donc, les banques peuvent désormais aux États-Unis détenir carrément vos bitcoins, en clair, sur un portefeuille froid, en votre nom. Alors, ensuite de ça, il s'est passé quelques petits trucs. L'intention politique de mettre sur pied des sous-comités bancaires portant sur les actifs numériques, parce que, évidemment, c'était une reconnaissance du fait que Bitcoin et les autres crypto-monnaies en général sont des actifs numériques. Et savoir comment on gère ça. Et l'objectif, c'était de créer un cadre juridique clair, d'affirmer le leadership aussi américain, puis de permettre au secteur une certaine innovation financière. Cynthia Lummis, la sénatrice, a été nommée comme la tête de ce comité-là. Et c'est une des grandes défendresses, si on veut, de la crypto aux États-Unis. Elle a annoncé récemment qu'elle ne se représentera pas en 2027. Alors, le monde de la crypto... depuis en décembre, ils sont en deuil de savoir qu'une belle alliée comme ça à l'interne au gouvernement Trump était pas mal de leur bord, en fait. Surtout pas nécessairement à tout prix du côté des banques, comme ce fut le cas de l'ère Biden avant. Ensuite de ça, toujours en janvier, le 29, un grand message de la Fed, vous allez voir. D'un côté, Jérôme Powell, probablement avec le gun sur la tempe de notre ami Trump, Jérôme Powell, déclare que les banques sont tout à fait en mesure de servir des clients actifs dans le domaine des crypto-monnaies. Alors, c'est un statement, c'est un sort et puis il se positionne clairement de cette manière-là. C'est quand même pas rien, hein? La Federal Reserve of America, c'est la banque centrale et c'est pas mal elle qui colle les shots, disons-le comme clairement parce que elle a aussi le statut d'être la bonne gardienne de la réserve monétaire mondiale. Depuis les accords de Bretton Woods. Donc, à condition quoi que les risques soient mitigés, maîtrisés, puis c'est un signal d'ouverture prudent, mais historique. Pendant ce temps-là, on a Christine Lagarde de l'autre bord de l'Atlantique, qui est, elle, à la tête de la Banque centrale européenne, qui prend le micro et qui dit qu'elle exprime son refus d'intégrer Bitcoin, sentez mon cynisme, d'intégrer les Bitcoins dans les réserves des banques centrales de l'Union européenne. Et elle invoque aussi le risque du blanchiment d'argent et un manque de sécurité. Donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, de prendre ma casquette de fact-checker et de faire des recherches. Et d'ailleurs, j'ai collaboré souvent avec les Déchaînés où est-ce qu'on a souvent débunké des articles dans les médias qui relayaient cette redite-là comme quoi la crypto, ce n'est qu'un blanchiment d'argent. Et selon les estimations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, selon eux, avec des informations qui sont croisées avec des analyses on-chain de TRM Lab et Chainalysis, il y a environ 99% du blanchiment d'argent mondial qui s'effectue en dehors des crypto-monnaies. Donc, c'est clair que l'agenda de l'Europe par rapport à lutter contre Bitcoin, lutter contre une monnaie qui est ouverte, qui est neutre, qui est transparente, qui est résistante à la censure, sans frontières, publique,
woke, à la rigueur, full DEI dans le sens qu'elle est très inclusive. Lutter contre ça, c'est justement un agenda en parallèle qui leur permet de pouvoir pousser sur une monnaie numérique de banque centrale. Tel est l'agenda de la BCE. Donc, de créer une monnaie numérique, nativement numérique à partir de la banque centrale. Mais ça vient avec des dérives, c'est-à-dire la surveillance accrue des transactions. Possible, bien sûr, tout dépendant du vent politique. Donc, voilà. Alors, ça y est, je pense que le ton était donné d'entrée de jeu. Maintenant, février 2025. Le mois des Verseaux. J'ai l'impression de toute crédibilité en parlant d'astrologie sur ma revue crypto, désolé. Les États-Unis, les États américains, on parle vraiment des États, et non pas comme les États-Unis au sens fédéral du terme, entrent dans la course. Et puis, donc, la course à quoi? Dans le fond, à créer une réserve stratégique de Bitcoin. Il se passe ça au niveau politique. On en entend très peu parler, malheureusement, dans les différents médias en général, mais ce n'est pas rien. C'est des réserves stratégiques, c'est quoi, au fond? C'est d'être capable, c'est comme d'avoir une tirelire en tant qu'État ou en tant qu'entité pour faire face, pour faire fructifier l'argent puis faire face aux intempéries, faire face aux imprévus. Un exemple de réserve stratégique qu'on peut avoir, par exemple, le pétrole, pour lutter contre les guerres de prix venant des producteurs de l'OPEP en général, ben, les Américains ont des gros réservoirs de pétrole. C'est comme ils ont une tank à gaz avant votre tank à gaz. Pour être capable de pouvoir en garder au cas où, si jamais les prix montent de manière extraordinaire, ils peuvent garder les prix à la baisse en ouvrant le robinet. Vous allez pouvoir voir que dans ce cas-là, il y a beaucoup de joueurs qui se sont lancés dans cette direction-là. Et à ce titre-là, il y a un site web qui fait la surveillance, si on veut, de l'état de la législation en cours aux États-Unis. Et il y a plusieurs États qui sont en avance sur bien d'autres. Je vous donne un exemple ici. Là, on peut voir sur ce site-là clairement qu'est-ce qui se passe au niveau fédéral. Les lois qui ont été acceptées, les lois qui sont en cours d'études, tant à la Chambre basse qu'à la Chambre haute. Donc, si jamais ça vous intéresse cet aspect-là, je vous recommande d'aller sur bitcoinlaw.io. C'est un site web super intéressant, très interactif. Vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Vous n'avez même pas besoin de prendre le compte payant pour vraiment suivre qu'est-ce qui se passe. Mars 2025, j'ai eu envie de vous lancer des citations repères importantes qui sont sorties à peu près dans ce temps-là. Celle d'ailleurs de Saifedan Ammous, c'est lui qui a écrit le livre de Bitcoin Standard, qui est une bible, si vous voulez, à mon avis, là, pour comprendre comment fonctionne la monnaie et à quel point on est comme perdu là-dedans. Et donc, à quel point aussi Bitcoin devient une référence ou peut-être même planche de salut, le sauveur dans tout ça. Et selon lui, la véritable alternative au dollar, qui est en chute graduelle, tranquillement, pas vite, pour plusieurs raisons. Hein. Ceci dit, j'ouvre les parenthèses parce que quand on dit que Bitcoin est ouvert, transparent, résistant à la censure, ben alors le dollar américain, ce que les Américains font, c'est qu'ils le militarisent. Donc, ils disent aux gens, si jamais tu utilises mon dollar, tu dois utiliser ma loi. Donc, le porteur du dollar américain est aussi engagé à respecter la loi américaine qui vient avec. Des sanctions économiques, donc les Américains qui font la pluie puis le beau temps à déterminer qui sont les bons et les méchants sur la planète en interdisant tel pays d'utiliser le dollar, etc. Alors, c'est pas pour rien qu'il y a la montée des BRICS. Donc, les BRICS, en fait, c'est un acronyme qui parle de plusieurs pays ensemble. On parle de Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, notamment, mais il y en a beaucoup d'autres, là, je pense. Dernière nouvelle, j'ai arrêté de compter, il était quoi, 14, 22, je sais pas. Et lui, ce qu'il disait, c'est que la monnaie des BRICS, c'est pas nécessairement ça la vraie menace au dollar américain. C'est bien Bitcoin qui construit une infrastructure monétaire supérieure parce qu'elle est ouverte, transparente, neutre, résistante à la censure, publique. Et ce sont des propriétés extraordinaires pour une monnaie de réserve, en fait. Donc, en parallèle, il y avait aussi River Finance qui suggérait que le monde n'était qu'à 3% de l'adoption globale de Bitcoin. Donc, on est un peu à la même étape que, la première fois que vous avez découvert Alta Vista, vous avez fait vos premières recherches à la bibliothèque sur Internet. Ben, on était à moins de 3% d'adoption d'Internet à ce moment-là. Donc, ça vous donne une idée à peu près où on est dans tout ça. Je vous parle de ça parce que au-delà de l'actualité, puis des nouvelles qui circulent, il y a quand même du monde qui disent des affaires intéressantes qui servent à nous situer, des repères. Toujours en mars, l'investissement étatique. Alors, on a le 6 mars, un décret de Trump
qui visait la création d'un fonds souverain stratégique alimenté par 200 000 bitcoins déjà détenus par le gouvernement fédéral. Ça vaut 24 milliards aujourd'hui. Principalement, ça vient de saisies judiciaires. Il y a eu, au fil des années, des saisies judiciaires, Silk Road, Mt. Gox, etc. Beaucoup de sites qui faisaient du blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, sans même s'en rendre compte, peut-être parce qu'ils n'étaient pas conformes aux règles. Et donc, ces sites-là ont été fermés. Et puis, les actifs ont été saisis dans certains cas. Et puis, bon, l'interdiction de vendre ces bitcoins-là. Donc, le décret de Trump dit, OK, on prend ces 200 000 bitcoins-là, on les met dans un pot, OK, puis on les vend pas. On peut pas. Donc, ça sert juste à être une tirelire qui va faire fructifier, c'est le capital qui va générer de l'intérêt. Et en parallèle, ben, il y a le Bitcoin Act de la sénatrice Cynthia Lummis, dont on parlait tantôt, sur lequel elle travaille. C'est un projet de loi à venir qui est en étude à plusieurs niveaux et ça vise à ajouter 1 million de plus de Bitcoin qui seront conservés au moins pour 20 ans. Le but étant vraiment de pouvoir créer un fonds souverain à partir d'un actif non souverain. C'est ça qui est particulier. Donc, je pense qu'ils ont compris que si jamais le dollar américain chute et que tout part en inflation, probablement que ça va être une bonne idée de posséder le dollar numérique pour pouvoir lutter contre les effets néfastes d'un tel scénario. Toujours au mois de mars. Ce n'est pas une nouvelle au sens que ça a été adopté ou quoi que ce soit, mais il y a eu, dans le même courant, si vous voulez, du décret de Trump le 6 mars, un peu plus tard, l'idée du Bitbond qui passait en circulation, donc le bon du Trésor adossé au Bitcoin, la proposition de mécanismes de financement neutre sur le plan budgétaire pour répondre au décret présidentiel du 6 mars. Donc, c'est un think tank qui est arrivé avec cette idée-là et ça a circulé pas mal. En gros, c'est de dire, le gouvernement américain pourrait émettre des bons du Trésor sur 10 ans et donc 90% seraient utilisés pour la dette nationale et 10% investis en Bitcoin. Donc, c'est une manière de pouvoir prendre l'argent des gens qui investissent sur les bons américains pour pouvoir, à leur tour, l'investir sur un actif qui prend beaucoup plus de valeur comme tel. Intéressant. Avril 2025. Donc, ce qui a fait un peu les manchettes en avril en ce qui me concerne, ce que j'ai observé beaucoup, c'est que le Canada est en train de perdre son statut. Donc, c'est un journaliste qui s'appelle François Rémy du journal Les Affaires qui a fait un article intéressant sur le positionnement du Canada dans l'histoire de la crypto. On était de quelconque manière des leaders, dans le sens qu'on a eu des échanges, on a eu des crosseurs, on a eu l'histoire de Quadriga CX à l'époque, etc. Donc, il y a eu tout un écosystème crypto florissant au Canada pendant plusieurs années qui a freiné, qui s'est pas développé davantage. Et puis, ça s'est d'abord muté, ça a d'abord bougé vers l'Europe avec le MiCA, donc qui est le Market and Crypto Active Act. Donc, c'est une réglementation claire qui dit aux gens du secteur crypto comment fonctionner, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Donc, l'Europe a pris le leadership jusqu'à temps qu'arrive le Genius Act aux États-Unis. On va y arriver en juillet. Mais cet acte-là a vraiment positionné les Américains. Ils ont fait comme, OK, on est en arrière de la course, on fait un sprint, puis on s'en va en avant, puis on reprend le marché. Et pendant ce temps-là, nous, on a élu un premier ministre qui est un ancien banquier central 2 fois. Hein, il a occupé 2 fois ce rôle-là. Et avec Carney à la tête, on voit que, il n'y a pas un avenir propice nécessairement au monde des cryptoactifs. C'est comme si on y va un peu du bout des lèvres. C'est pas clair qu'est-ce qui va se passer au Canada. En tout cas, moi, je ne sais pas si vous pensez que c'est clair au Canada, mais moi, je n'ai pas l'impression que la ligne directrice est très claire. À part peut-être le dernier budget de Carney, le budget 2025-2026, qui a été annoncé en fait pour le prochain plan quinquennal. Il est question de dépenser encore beaucoup d'argent, d'imprimer encore beaucoup d'argent, puis de laisser de la place aux stablecoins, certes, mais il reste qu'on n'est pas très clair au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Donc, tout ça reste à mettre en place au Canada. Ça l'a fait fuir beaucoup d'entreprises. En fait, des entreprises ont quitté, une petite faute, je vais corriger, le pays pour des juridictions plus favorables. Ensuite de ça, le manque du soutien gouvernemental canadien, ça n'a pas été suffisamment présent pour soutenir l'innovation dans le secteur des crypto-monnaies. Et puis, faut pas se formaliser du fait que d'un côté, on a Trump au sud de la frontière qui est très, très, très
bullish, donc qui est très enthousiaste par rapport au monde de la crypto et qui pousse beaucoup le narratif du stablecoins, et je vais y revenir tantôt. Et alors que Mark Carney, lui, pousse pas très activement, mais ne pousse pas beaucoup pour le stablecoin. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour les stablecoins à venir et éventuellement, il exclut pas d'emblée l'idée qu'il y ait qu'on interdise les monnaies numériques de banque centrale. Alors, on voit le positionnement se dresser tranquillement pas vite par rapport à notre premier ministre ici au Canada. Mais la slide tantôt que je vous ai présentée où on voyait Trump face à Christine Lagarde, c'est clairement ça qui se passe comme bataille. Hein? C'est les stablecoins contre les monnaies numériques de banque centrale. Je pense que Carney, personnellement, ça c'est une opinion, Carney doit pencher beaucoup plus pour les monnaies numériques de banque centrale. Et on a vu dernièrement aussi dans les nouvelles que la Banque du Canada a sorti en disant « Nous attendons le go du gouvernement. C'est que si le gouvernement Carney nous donne le go, on va développer une monnaie numérique de banque centrale. » Alors que, il n'y a pas très, très longtemps, il faisait un sondage et ça disait que 80% ou je sais pas, 60% des Canadiens ne sont pas favorables à ça. Je peux faire peut-être tout de suite une petite parenthèse sur... parce que vous avez peut-être de la misère à suivre la grande différence entre les monnaies numériques de banque centrale et puis les stablecoins. Mais en gros, présentement, on a des monnaies qui sont fakées par les banques privées. Donc, l'argent numérique que vous avez dans votre compte, chez Desjardins, RBC ou TD, peu importe, cet argent-là, dans le fond, c'est comme une donnée dans une base de données qui appartient à la banque privée. Alors, on vous donne un accès web à ça. On vous permet, une fois que vous êtes authentifié, on vous permet de faire certaines transactions, donc d'initier des messages de correspondance bancaire. Donc, oui, on a beaucoup amélioré les choses, mais l'argent numérique n'existe pas réellement. En fait, c'est que vous avez accès à de l'information qui représente votre valeur que la banque vous doit. Avec l'arrivée des cryptoactifs, c'est qu'on est capable de lutter contre le phénomène de double dépense. Par exemple, si je vous envoie 5 $, j'écris 5 piastres dans un courriel, puis je l'envoie à tout le monde en copie conforme, tout le monde reçoit le même 5 piastres. Donc, ça marche pas dans l'environnement numérique de faire des envois comme tel à tout le monde. Donc, on peut pas faire disparaître à quelque part quelque chose pour que ça apparaisse ailleurs dans un environnement numérique centralisé. Et c'est là que la blockchain est une technologie qui est arrivée, puis ça a permis justement de faire ça, c'est-à-dire c'est un grand registre centralisé, si vous voulez, mais qui est distribué, décentralisé, qui fait en sorte que lorsque on décide de mouvoir une valeur d'une personne à l'autre, ben vraiment, c'est comme ça disparaît une place puis ça s'en va à l'autre. En fait, au livre, c'est vraiment tenu de cette manière-là. Donc, avec l'arrivée des blockchains est arrivée aussi la possibilité de faire des crypto-monnaies. Et puis, la logique de Trump et des banques privées en général, c'est de dire on va avoir notre propre crypto-monnaie que l'on va émettre. Donc, on revient un peu à l'époque de pré-1913 où il y avait toutes sortes de monnaies. Il y avait autant de monnaies qu'il y avait de banques. Il y avait autant de dollars qu'il y avait de banques avant qu'on uniformise tout ça. Donc, on revient à cette époque-là. Et ça veut dire que, suite de ça, les différentes banques pourraient avoir de l'interopérabilité entre leurs différents tokens. Donc voilà. Mais c'est comme si vos transactions sont d'abord et avant tout sur une blockchain privée qui appartient à une banque. Et puis, rendu là, c'est aussi toute la dimension de surveillance. Oui, la banque peut surveiller les transactions qui se passent chez elle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déboire. Que vous soyez conforme, hein, faites pas d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent, etc. Mais il n'y a pas quelqu'un à quelque part qui a accès à toutes les transactions de toutes les banques de tout le monde. Donc, la monnaie numérique de banque centrale, c'est l'inverse, c'est que le jeton est créé à partir de la banque centrale elle-même. Donc, techniquement, il y a quelqu'un qui a le username password pour voir toutes les transactions sur la blockchain. Elle n'est pas ouverte, on peut pas y accéder, elle n'est pas écrite dans le ciel, on peut pas y accéder sur Internet, on n'est pas capable de voir les flux transactionnels. Par contre, l'émetteur est capable de le voir. Et là, dans le contexte où il y a une logique de pare-feu entre le politique et le monétaire, entre la Banque centrale et le gouvernement, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un politicien qui commence à mettre le pied dans la porte puis qui dit non, moi je vais vous dire comment ça fonctionne, puis je vais jouer dans la politique monétaire, puis by the way, il y a trop de méchants autour, puis commencer à dire non, je veux toutes les transactions, puis savoir c'est qui les antagonistes. Alors, peut-être vous avez Trump en tête, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri que ce genre de technique-là nous mette dans une situation où est-ce qu'on est surveillé totalement au niveau transactionnel et même être en prison économique. Donc, c'est le pouvoir d'être capable d'interdire quelqu'un de dépenser sur l'essence, de dépenser à plus de tant de kilomètres de sa maison, etc. On est vraiment là-dedans. Avec les monnaies numériques de banque centrale, on peut basculer facilement dans un monde dystopique si c'est combiné à un État totalitaire. Donc, c'est ça qui se passe présentement. C'est la guerre entre le privé et la monnaie étatique. À voir, vous ferez votre propre choix au final, mais il reste que
Le Canada n'est pas très proactif présentement, mais on se doute bien qu'il penche plus du côté... En fait, il n'y a pas les moyens... Le Canada n'a pas les moyens de pencher autrement que du côté de Trump. Hein, on le voit. On est un peu à genoux économiquement dans Trump. Mais à terme, je pense que Carney et Lagarde de la BCE, de la Banque centrale européenne, se parlent énormément et voient de quelle manière le concept de monnaie numérique de banque centrale peut être implémenté. À suivre. Mais, alors là, on a un sommet historique. Ça atteint le 111 814 $ en mai. Et puis, ça attire une fois de plus l'attention des investisseurs. Évidemment, à chaque fois que Bitcoin passe un cap ou atteint un sommet historique, les médias en parlent. Moi, imbécilement, comme plein de monde, je le pose sur ma page Facebook. Et puis, clairement, à chaque fois que ça a eu une chute de 30%, c'est sûr que aussi tous les médias en parlent. Mais, grosso modo, dans le contexte où BlackRock avait lancé ses propres produits et d'autres aussi, Fidelity, etc., il y était 14 à avoir l'approbation en même temps début janvier. Dans ce contexte-là, l'attention des investisseurs se tourne vers le concept de cryptoactifs. Donc, bon, voilà. Et l'augmentation de la valeur renforce aussi la perception du Bitcoin comme un actif de réserve. On l'a vu par la suite, là, on va y arriver éventuellement. Il y a différents pays qui se sont ramassés là-dedans. Renforcement de la régulation canadienne. Donc, la Banque du Canada a eu le go pour superviser le concept de monnaie numérique. Donc là, c'est clair, ça a été éclairci. Alors, si jamais il y a des projets de stablecoins canadiens, ça va devoir être supervisé. Ça va être sous la juridiction de la Banque du Canada. En mai, l'intégration à Wall Street s'accélère. Donc, les ETF, donc les fonds négociés en bourse Bitcoin, ces produits dérivés-là de Wall Street, achètent 6 fois plus de Bitcoin que ce que les mineurs sont capables de produire. Donc, vous voyez qu'on est dans un contexte où l'offre et la demande est plus grande que l'offre. Ce n'est pas rien. En même temps, donc 5 mai, l'Université LeBron University investit 4,9 millions de dollars dans l'ETF Bitcoin de BlackRock. On en a parlé tantôt, le 8 mai, franchit la barre des 100 000. C'est donc, encore une fois, un sommet. Au niveau de la garde des cryptoactifs, l'OCC clarifie, je me souviens plus c'est quoi exactement cet acronyme, mais l'OCC clarifie que les banques américaines n'ont plus besoin d'une autorisation préalable pour certaines activités crypto, comme la garde d'actifs. Donc, maintenant, il y a eu la SAB 121, l'espèce de note là, interne qui faisait qu'au niveau comptable, c'était compliqué puis que c'était désavantageux. Mais en plus de ça, c'était clair que les banques avaient maintenant le droit de pouvoir garder les actifs au nom de leurs épargnants. Et puis, Coinbase, aussi en mai, il intègre l'indice S&P 500, c'est pas rien. Ça fait quand une entreprise, un échange comme Coinbase, qui est immense, prend une place là-dedans. Ce que ça veut dire, c'est que nécessairement, quand tu es dans un indice, les fonds en général, les fonds de gestion, de mutualisation de fonds, comme les fonds de pension, etc., eux autres, ils achètent les yeux fermés l'indice, tout simplement. Donc, ils achètent indirectement des actions. Ils achètent une action d'action, si vous voulez. Ils achètent un indice qui inclut des activités d'échange de crypto-monnaies. Donc, ça veut dire que ni plus ni moins, le monde financier, même s'ils veulent pas investir en crypto, ils investissent par la bande en crypto. Donc, c'est intéressant de voir ça. Donc, l'intronisation du S&P 500. Juin 2025, le gros morceau de l'année, le Genius Act. J'en ai parlé tantôt, mais c'est Genius, en fait, c'est pas Trump qui est arrivé puis il a fait comme je vais faire un nom à l'image de moi-même. C'était pas un nom narcissique. C'est tout simplement Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoin Act. En gros, le but, c'était de créer une clarté sur les stablecoins. Et c'est ça qui a été le kick-off, le lancement de la clarté réglementaire pour plusieurs joueurs dans l'industrie crypto. Donc, ce qu'il dit, c'est que pour pouvoir émettre un jeton qui vaut $1 canadien, tu dois avoir en réserve $1 canadien. Ça exige un audit mensuel. Donc, si tu veux être un émetteur de stablecoins, attends-toi à avoir du monde qui vienne te fouiller à tous les mois dans ta comptabilité. Ça clarifie aussi que les actifs ne sont pas des valeurs mobilières. Ça, c'est important parce que la différence entre la CFTC et la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, puis l'autre qui s'occupe des commodities. Donc, il y en a une qui s'occupe, dans le fond, des actions, si vous voulez, versus les commodities, c'est les biens, en fait, comme l'or, comme le pétrole, etc. Donc, à ce stade-là, cette loi-là vient éclaircir clairement que Bitcoin n'est pas une securities, que ça fait partie c'est dans le fond chapeauté au niveau réglementaire par la CFTC.
puis bon, je donne accessoirement les votes. Vous voyez que ça a été adopté en Chambre, au Sénat, à majorité. C'est vraiment quelque chose qui était attendu pour tout le monde, en fait. Et ça lance, en fait, c'est un peu comme la petite jambette que le gouvernement Trump a pu faire aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais à l'Union européenne, qui était en avance avec leur MiCA, leur propre réglementation. Donc là, soudainement, il était un petit peu plus en mesure de pouvoir clencher tout le monde. Ensuite de ça, mauvais copier-coller en haut, vous m'excuserez, Ohio. Donc, le 18 juin, l'Ohio fait son Blockchain Basics Act. Donc, c'est d'abord, ça parle d'une exonération d'impôt sur les gains en capital de moins de 200 $. Ça, c'est cool. Hein? Vous rappelez-vous, l'année passée, là, on était en train de se dire, ah mon Dieu, j'ai fait comme une crotte de nez de fraction de poussière de Satoshi en shakant mon shake pay, puis j'ai donc un gain ou une récompense à déclarer au fisc québécois. C'est un peu absurde là, de passer tout ce temps-là, vous dépensez plus en frais comptables que juste le propre gain que vous avez fait. Donc, eux autres, aux États-Unis ou en Ohio, ils ont clairement légiféré là-dessus, sur le fait qu'en bas de 200$ de gain capital, tu n'as pas besoin de faire une déclaration. Tu as le droit de faire de l'argent avec tes cryptos, dans le fond, jusque dans une certaine mesure. Ça confirme le droit à l'autogarde aussi, donc ça remet en place, en fait, en perspective, dans l'environnement numérique, quelque chose qui existait déjà dans la culture américaine, c'est-à-dire comme « a man gotta do what a man gotta do ». C'est mon art, je le mets dans mon coffre-fort, puis j'ai mon fusil pour pouvoir le protéger. Donc, les Américains, depuis longtemps, ont toujours été propriétaires. Hein? C'est vraiment une nation de propriété. Et l'autogarde, c'est important que posséder soi-même ses propres cryptos plutôt que de les confier à quelqu'un d'autre ou d'acheter un ETF Bitcoin de BlackRock. Ben, c'est BlackRock qui possède la crypto derrière. Et toi, tu possèdes un titre qui représente une portion de ce qu'ils ont. Donc, c'est très important comme légifération. Ça protège les activités de minage numérique contre les réglementations locales discriminatoires, zonage, etc. Et puis, parce qu'évidemment, il y a des endroits où est-ce que le zonage empêche le minage, tout simplement. Pour plusieurs raisons, j'imagine. Des fois, c'est le confort des voisins, mais des fois, c'est juste des raisons politiques. Et ça garantit le droit d'opérer des nœuds de réseau. Donc, voilà. Alors, à la maison, vous pouvez comme avoir une copie de la blockchain de Bitcoin, faire peu importe la crypto, faire rouler ça sur votre ordinateur et être un nœud validateur et contribuer à la vérification, la véracité des données en temps réel. Le 19 juin, fait divers intéressant en France, à Lyon. Il y a une maison qui a été mise en vente par un acheteur qui a proposé de payer en stablecoin en USDC. Et salut, Jérémy, à bientôt. Donc, et c'est enregistré, donc il est parti. Il va pouvoir le réécouter en playback. Donc, une première utilisant les cryptoactifs dans l'immobilier. Puis aussi, ça soulevait toutes sortes de questions de type notariat. Tu sais. En général, un notaire, c'est un buffer de confiance entre le cash puis le transfert de propriété. Donc, c'était très intéressant comme sujet à suivre. Ensuite de ça, en juin, le 24 juin, Mastercard a annoncé qu'il connecte son réseau de 3,5 milliards de cartes directement à plusieurs blockchains grâce à l'infrastructure de Chainlink. En gros, ça permet d'acheter des actifs numériques sur des plateformes décentralisées aussi facilement qu'un achat en ligne classique. Puis, Chainlink sert de pont, dans le fond, technologique entre plusieurs blockchains. En fait, c'est ça leur rôle. Là. C'est un peu avec la chaîne des chaînes, si vous voulez. Et donc, ça va permettre à Mastercard, en fait, d'utiliser plus les infrastructures blockchain pour pouvoir être plus agile, plus rapide et moins coûteux, notamment aussi en utilisant des contrats intelligents. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui s'en viennent du côté de Mastercard à suivre. Juillet 2025, le réveil d'une méga baleine fait peur à tout le monde. On a un portefeuille de 8 portefeuilles de l'ère de Satoshi, donc on parle de 2011. À ce moment-là, ça avait pas on peut le voir sur la blockchain, hein, les jetons n'avaient pas bougé depuis 2011. Et c'est 8 fois 10 000 bitcoins, donc ça représente au total 8,6 milliards qui ont été bougés vers des nouvelles adresses. Ça a déclenché un vent de panique. Qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu être vendu? Ça va-tu faire crasher le marché, etc.? On a su plus tard qu'un investisseur historique, un OG, comme Old Gangster, qui a mandaté Galaxy Digital pour vendre les 80 000 bitcoins au compte-gouttes entre le 15 et le 25 juillet. Donc, l'objectif, c'était justement de ne pas faire crasher le marché, que ça se fasse doucement, mais ça a quand même eu un effet de chute de 5% sur le marché. Pourquoi il a fait ça, en fait? Pour plusieurs raisons. Il y a la menace quantique qui arrive puis qui
qui risque, dans le fond, de s'attaquer d'abord et avant tout à des portefeuilles qui sont plus vulnérables. Les portefeuilles de première génération, la clé privée derrière la clé publique, OK, c'est juste c'est un hash. Donc, en gros, pour pouvoir générer la clé publique, on prend la clé privée qui est cachée, on la passe dans un algorithme SHA-256 et on génère la clé publique. Rétro-engineering, tout ça, c'est super compliqué. Ça prend 10 000 ans avec un ordinateur normal. Avec le quantique, ça peut prendre 10 secondes. Donc, ça arrive. Les nouvelles clés, en fait, nouveaux portefeuilles, les nouvelles adresses publiques sont générées genre, je pense, c'est 1024 fois. Je vous dis n'importe quoi, là, mais c'est beaucoup, là. C'est des hash de hash de hash de hash. Fait que, bref, de réussir à rétro-ingénierer ou de dévoiler une clé publique à partir de la clé privée, ça devient très, très, très impossible. Fait que, donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur Bitcoin au fil du temps pour pouvoir prévenir ce genre de situation-là. Et il y a encore d'autres chantiers pour rendre Bitcoin quantum proof, donc à l'abri des attaques quantiques. Mais si jamais ça arrive, ça, les attaques quantiques, là, tu sais, je pense que Bitcoin, ça va être le moindre de vos soucis, là. Je veux dire, juste l'argent dans votre compte de banque va juste disparaître, là. C'est comme les banques qui vont être obsolètes, les banques numériques. Parce que ça veut dire que tous les mots de passe, en fait, tous les courriels dans votre boîte vont pouvoir être lus, sans collusion entre Gmail et la National Security Agency. Donc, ça va juste, n'importe qui va être capable de craquer n'importe quoi en très peu de temps. Toujours en juillet, on a la banque, la BBVA, qui est une banque espagnole. Hein, c'est la deuxième plus grande banque d'Espagne qui a annoncé l'ouverture du trading et de la conservation, la garde de Bitcoin et d'Ethereum à ses clients particuliers via son application mobile. Fait qu'imaginez que vous êtes sur Accéder Desjardins et que vous avez un petit onglet genre crypto et que vous pouvez genre détenir imaginez que ShakePay, c'est une partie de l'application de Desjardins. Ça ressemble un peu à ça. Là. C'est ça qu'ils ont fait, eux autres. Ils ont créé, dans le fond, une application d'achat et de vente de Bitcoin et d'Ethereum à partir de leur propre application. Ça, c'est très important parce que, justement, j'en parlais tantôt, là, la Market and Crypto Asset Regulation, la MiCA. Donc, ça faisait suite à l'obtention d'une garantie réglementaire sous le cadre du MiCA. Donc, évidemment, l'innovation ne pouvait pas se faire si le cadre réglementaire n'était pas clair. Donc, c'est ça qui se passe quand on prend le temps de réfléchir aux choses, de dire, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Sous l'ère Biden aux États-Unis, ben, eux autres, ils ont juste fait comme, oh, on sait pas ce que tu peux faire, on sait pas ce que tu peux pas faire. Essaie de le faire. Tu t'es fait poursuivre. C'était comme un peu de mauvaise foi. C'était comme, comment dire, tuer une industrie passivement. C'était de la passif-agressif. On fait rien, on voit ce que ça donne, et il y a des poursuites, il y a des entités comme la Securities and Exchange Commission à l'époque qui poursuivaient à peu près tout ce qui bouge parce que, soi-disant, qu'ils faisaient des affaires qui n'étaient pas correctes. Alors, on voit que la réglementation ouvre la porte à l'innovation. Et ça, depuis le 17 décembre, c'est maintenant live. L'application de BBVA fonctionne pour les gens qui ont un compte en Espagne. OK, en août. Alors, on est rendu en août déjà. L'adoption d'une ouverture de marché. Le Genius Act crée une brèche au profit de PayPal. Donc, le Genius Act disait, vous pouvez faire des stablecoins, mais vous n'avez pas le droit de donner du rendement, donc des intérêts à vos épargnants. Donc, si vous émettez un stablecoin, $1 américain, vous pouvez pas dire sur le compte où est-ce qu'on va détenir ce dollar-là, on va vous donner un 4% d'intérêt. Ça, c'est ce que la loi dit. PayPal, eux autres, ils ont comme, en tant que fin finaux, ils ont contourné tout ça. Ils ont maintenu leur programme de rendement parce qu'eux, ils avaient déjà lancé un stablecoin, etc. Et ils offraient déjà un programme de récompense et de fidélité. Donc, il y a eu comme une petite histoire juridique en disant, la manière que la loi était écrite, il y avait une faille et PayPal était en train de l'utiliser. Alors, je ne sais pas où qu'on en est par rapport à tout ça aujourd'hui, mais ça l'ouvre vraiment la porte à ce que plusieurs joueurs puissent carrément concurrencer les maigres intérêts que les banques traditionnelles vous offrent pour tout simplement conserver vos sous dans vos comptes. Le 18 août, l'annonce, c'est la Thaïlande qui annonce vouloir autoriser les paiements en crypto pour les touristes afin de moderniser son système financier. Donc, programme pilote de 18 mois qui permet aux touristes étrangers de convertir leur crypto-monnaie, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, en BAT thaïlandais via une application mobile régulée. Alors, c'est intéressant. Eux, on dit, bon, on va peut-être pas prendre le risque, nous autres, à l'interne, mais pour les touristes, qui eux autres, viennent dépenser leur crypto chez nous, on va carrément, embrasser la crypto et leur demander de le faire via nos propres infrastructures technologiques. Ensuite de ça, le 19 août, le Bitcoin représente 1,7% de la monnaie mondiale. Donc, avec une capitalisation boursière ayant approché 2350 milliards de dollars en août pour Bitcoin, ça a atteint le seuil de 1,7
de la masse monétaire mondiale, qui, elle, est estimée environ à 140 milliards de dollars. Donc, c'était comme un milestone intéressant. Je pense qu'à chaque fois qu'on arrive à un dixième de pourcent, évidemment, il y a fête au village, mais comprenez que la chute d'octobre par la suite nous a un peu refroidi. Mastercard et Circle, donc règlement USDC et en euros, donc l'euro EURC, ça veut dire le stablecoin en euros. Mastercard a approfondi son partenariat avec Circle pour permettre pour la première fois aux banques acquéreuses de la région EEMEA, donc ça c'est Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique, de régler leurs transactions directement en stablecoins. Et l'objectif, en fait, c'est d'offrir des règlements 30% plus rapides dans ces endroits-là où les réseaux bancaires sont assez lents, sont très archaïques encore, et aussi de diminuer les coûts de 20% par rapport aux méthodes de transfert bancaires traditionnelles. Donc, c'est intéressant de voir que Mastercard a décidé d'embrasser carrément les stablecoins pour agiliser une partie de leur propre réseau qui traîne un peu la patte pour des raisons technologiques. Donc, c'est comme si un aveu de l'abandon du rail bancaire traditionnel qui se fait progressivement de la part de Mastercard. L'annonce aussi du Google Cloud Universal Ledger. Ça, c'est intéressant, ça, c'est très intéressant. J'approfondis ça hier soir et je me suis dit, bon, OK, Google, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une permission blockchain où les banques qui offrent, ils vont pouvoir utiliser ça, vont pouvoir offrir la conformité, c'est-à-dire connaissance client, la lutte au blanchiment d'argent, etc. Ils vont pouvoir utiliser des technologies super accessibles comme le Python pour créer des contrats intelligents, etc. Mais ils vont pouvoir aussi tokeniser leurs propres fonds, c'est-à-dire qu'une banque peut utiliser cette technologie-là pour se créer un stablecoin interne à l'interne. Fait que, tu sais, la monnaie numérique de Desjardins, par exemple, pourrait être codée sur cette infrastructure-là. Et donc, ils ont décidé de faire ce genre de système-là disponible qui est neutre, qui est finalement technologiquement le plus neutre possible. Il n'oriente pas la gouvernance d'aucune façon. C'est juste que le stack informatique est là et les banques peuvent s'en servir. Évidemment, ça l'ouvre la porte à qui a accès à ces informations-là. Une blockchain permission, ça veut dire quoi? Elle est fermée. Donc, il y a quelqu'un qui a un username password derrière puis qui peut arriver puis décider de quelle manière je sais pas, observer les transactions. Alors, clairement, ça donne le gros bout du bâton aux joueurs de Google d'avoir autant d'informations à sa propre disposition. Mais ça, de toute façon, ils vous disent qu'évidemment, c'est vos données. Je ne sais pas de quelle manière ça fonctionne exactement, si tu peux installer ça sur tes propres ordinateurs, mais eux, je pense qu'ils offrent une infrastructure carrément. Donc, un peu comme quand tu héberges tes affaires, ton site web sur Amazon Web Server, mais là, ta blockchain roulerait sur l'infrastructure de Google. Grosse nouvelle quand même, en fait. Moi, je suis persuadé qu'il y a plein d'institutions financières qui vont décider d'aller là-dedans. C'est bien moins compliqué de faire ça, de prendre un service externe que de tout bâtir à l'interne, clairement. Ou bien, tu peux aussi utiliser la blockchain de Bitcoin puis juste de faire un layer par-dessus. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, c'est la loi du moindre effort. Il faut que ça marche, puis ça marche vite. Septembre 2025, numérisation du dollar canadien, donc le renforcement de la régulation canadienne. La Banque du Canada supervise désormais les fournisseurs de services de paiement sous la nouvelle loi. Et donc, elle est, ça c'est en vigueur là, à partir de septembre. Donc, la surveillance accrue favorise la transparence et la sécurité lors des transactions numériques. Il y a aussi le budget Carney qui faisait allusion à des lois à venir, de la réglementation à venir concernant les stablecoins. Donc, le Canada commence à bouger tranquillement vers les stablecoins. En même temps, il parle des deux côtés de la bouche parce que il y a la Banque du Canada qui veut aussi pousser son projet de monnaie numérique de banque centrale. Fait qu'allez savoir. Le Kazakhstan, le 8 septembre, donc le président Tokayev ordonne la création d'un fonds d'État de réserve de crypto-monnaies. Le 30 septembre, il lance officiellement le fonds. Ensuite de ça, le 29 novembre plus tard, la Banque nationale du Kazakhstan annonce vendre jusqu'à 300 millions de dollars d'or et de devises pour acheter des cryptoactifs. Donc, c'est un virement là, de situation pour eux, là, plutôt que d'avoir des fonds souverains, des fonds non souverains, en fait, des actifs non souverains dans leurs fonds souverains, comme l'or, ben, c'est soudainement de vendre ça et puis d'acheter du Bitcoin. C'est intéressant, le message que ça passe. Et puis, ben, 27 décembre, tout récemment, l'approbation du projet pilote de la Banque centrale visant à tokeniser l'or raffiné. Donc, même l'équivalent des ETF d'or, si vous voulez, des papiers qui représentent de l'or dans des coffres, ben là, c'est plus des papiers, c'est carrément des tokens qui représentent de l'or dans les coffres. Donc, ils vont vraiment dans cette numérisation, dans cette digitalisation des actifs et même l'abandon de certains actifs physiques en proportion dans leurs réserves au profit de Bitcoin dans ce cas-ci.
Le 8 septembre, il y a une attaque qui détourne vos cryptos. Alors, ça, c'est une grosse affaire. C'est arrivé, là. En gros, c'est que il y a un hacker qui est rentré dans NPM. NPM, là, c'est comme le centre d'achat des modules JavaScript. C'est un peu là que tu magasines tes affaires. C'est le marketplace, dans le fond, du JavaScript. Alors, il est rentré là-dedans. Il a inséré des scripts. Donc, il a hacké le compte d'un développeur de NPM. OK? Il s'est fait passer pour lui. Il a inséré des scripts malveillants dans plein de modules JavaScript, de sorte à faire du phishing super sophistiqué, où il y a au moins 18 packages de JavaScript très populaires qui ont été contaminés. Puis le résultat, c'est que des millions de sites web et des applis risquent d'être contaminés. Tout simplement parce qu'ils ont téléchargé automatiquement des mises à jour de packages de JavaScript. Alors, comment ça fonctionne? En gros, le malware qu'ils ont installé là-dedans, c'est qu'il intercepte les transactions de crypto-monnaies dans le navigateur de l'utilisateur. Fait qu'au moment où vous faites une transaction, vous copiez-coller une clé privée, une clé publique, dans le fond, une adresse publique de destination où est-ce que vous envoyez vos fonds. Mais en back-end, ça substitue l'adresse de destination pour la sienne. Fait que ça redirige les fonds vers le portefeuille de l'attaquant. Alors, ça, cette histoire-là, quand on a découvert ça, on a fait comme, wow, faites attention. Donc, en gros, ça voulait dire quoi? C'est quoi la mesure de mitigation? C'est de faire des transactions test, hein, pour être sûr que ça fonctionne. Dites-vous juste une chose, c'est que ce genre de malware-là, il fonctionne dès la première fois. Donc, si vous le testez puis vous envoyez, je sais pas moi, 20$ à vous-même ou à quelqu'un d'autre, là, soudainement, vous rendez compte que ça se rend jamais. C'est peut-être parce que c'est une bonne idée de pas envoyer votre 5000$. C'est peut-être parce que vous êtes infecté. Fait que donc, bref, ça a eu lieu en septembre dernier. Les fonds canadiens embarquent. Donc, on a le fonds de pension Healthcare, donc le HOOPP, donc Fonds de pension Healthcare Ontario, qui a investi 31 millions dans MicroStrategy. Donc, qu'est-ce que c'est MicroStrategy? C'est une compagnie d'informatique, accessoirement, qui a commencé à acheter du Bitcoin et à le mettre à son état de compte, à son bilan. Et bref, quand tu achètes des actions de MicroStrategy, tu t'exposes directement à la trésorerie de MicroStrategy qui est en Bitcoin. Donc, c'est une manière indirecte de t'exposer à la croissance de Bitcoin. Et comme MicroStrategy a été rentré dans certains index, en fait, les fonds, en général, se sont amourachés du rendement de MicroStrategy sans comprendre que, dans le fond, ils achetaient indirectement du Bitcoin. Fait que, alors là, on a, à ce compte-là, le fonds de pension des soignants, je pense, healthcare, c'est tous les gens du milieu de la santé en Ontario qui, indirectement, ont une partie de leurs économies exposées à Bitcoin. C'est super intéressant de voir que ça s'est passé dans le courant de l'année. Il y a la même chose avec Air Canada, d'ailleurs, aussi. Toujours en septembre, le 29 septembre, déclaration historique de la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, qui est encore une fois l'organisme réglementaire aux États-Unis qui vise à réglementer le milieu des valeurs mobilières, des actions. Si vous voulez, c'est un peu comme notre autorité des marchés financiers, là, on pourrait le voir comme ça. Donc, le temps de la crypto est venu. Alors, c'est Paul Akin qui est à la tête de la SEC, qui a lancé cette phrase-là dans un discours où il reconnaissait officiellement l'importance de la crypto comme une composante clé du système financier, puis aussi une annonce de collaboration entre la Securities and Exchange Commission et la CFTC. Donc, la Securities and Exchange Commission s'occupe des valeurs mobilières, puis la CFTC s'occupe des valeurs non mobilières, dans le fond, des commodities. Donc, une collaboration entre ces deux entités-là pour encadrer l'innovation sans freiner le développement. Alors ça, c'est très important. Octobre 2025, Walmart intègre la crypto dans son OnePay. Alors, ça permet à ces millions d'utilisateurs de détenir et de convertir des crypto-monnaies via l'application OnePay. C'est un peu comme votre ShakePay, là, mais c'est comme Walmart a décidé de se lancer là-dedans. C'est intéressant. Ensuite de ça, cette intégration facilite les paiements en crypto directement au point de vente, normalisant leurs usages au quotidien. Puis l'initiative confère une légitimité majeure aux actifs numériques dans le cadre du commerce au détail. Ce n'est pas rien. Quand Walmart décide de virer crypto, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ensuite de ça, le 6 octobre, Bitcoin atteint un nouveau sommet, 126 000. Ça attire encore une fois l'attention massive des investisseurs institutionnels et particuliers. Puis cette hausse reflète une demande accrue pour une rareté croissante sur le marché. Rappelez-vous, je vous disais, hein, le 6 pour 1, il y a 6 fois plus de demandes qu'il y a d'offres. Donc, présentement, oui, il y a du monde qui vendent parce qu'ils veulent aller chercher leur cash. Il y en a d'autres, à un moment donné, là, ils vont tomber sur des hodlers. Les hodlers ne voudront pas vendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand il y a plus de demandes que d'offres, ben, le prix monte. Ceci dit, on a eu quand même un super crash quelques jours après, mais j'y arrive. Entre-temps, le 8 octobre, le Luxembourg a annoncé officiellement investir 1% de son fonds souverain en Bitcoin. Ça n'est pas rien.
Ensuite de ça, les Royaumes-Unis ont mis fin, dans le fond, à une interdiction de 4 ans sur les ETN Bitcoin pour les investisseurs. Un ETN, c'est pas un ETF. Je ne vais pas rentrer dans la technicalité des choses, mais c'est un autre produit, c'est une autre sorte de produit financier. Ensuite de ça, la Fed annonce sa première conférence crypto le 21 octobre et puis elle organise ça avec des délégués de plusieurs entreprises. Discussion sur la tokenisation des actifs, la régulation des stablecoins. Bref, et puis aussi discussion sur la possibilité éventuelle de faire des contremaîtres. Donc, ça veut dire que certaines entreprises ont le droit d'avoir un compte directement à la Fed plutôt que de passer par une banque commerciale. Ça veut dire quoi? C'est que tu as accès directement au taux directeur. Donc, ton intérêt d'emprunt est vraiment plus avantageux que si tu passes par une banque commerciale. Et puis, le 30 octobre, on a une tragédie. On retrouve enfin le corps de Kevin Mirchani, qui est un influenceur crypto qui avait disparu en juin dernier. S'il a été victime d'une attaque violente pour extorquer son portefeuille, et ça ouvre la discussion sur la discrétion, la fragmentation de ses actifs, de ses clés d'accès envers ses actifs pour protéger le tout, puis aussi des techniques comme des leurres, donc honeypot, donc d'avoir un portefeuille qui a 10% de vos avoirs, alors que 90% de vos avoirs est ailleurs. Donc, vous donnez la satisfaction au ravisseur d'obtenir ce qu'il veut sans tout lui donner. Donc, on pourra en reparler éventuellement dans la communauté de pratique ensemble. Mastercard veut acheter 0 hash pour 2 milliards de dollars. Fait en gros, on est rendu à un point où est-ce que des grandes entités comme Mastercard qui ont les poches creuses, ils veulent tellement bouger vite qu'ils n'ont pas le choix d'acheter des joueurs qui sont en train de prendre des parts de marché parce que sinon, 0 hash allait devenir potentiellement une entreprise qui pouvait compétitionner directement Mastercard à terme. Donc, en achetant cette entreprise-là, ça permet des règlements instantanés sur 22 chaînes différentes. Puis, c'est une grosse bataille qui se passe parce que si Mastercard fait ça avec 0 hash, qui est une entreprise qui fonctionne bien, mais dites-vous qu'il y a aussi Stripe qui a aussi acquis Bridge pour 1,1 milliard visant à transformer les stablecoins en nouveaux standards pour les flux de paiement mondiaux. Stripe, qui est une entreprise qui gère la plupart de vos transactions sur Internet, tout simplement. C'est comme le back-end technologique des paiements pour si vous avez une boutique de vente en ligne, n'importe quoi, le Stripe, il peut avoir PayPal, il peut en avoir plusieurs, là, mais Stripe, c'est un très, très, très gros joueur. Alors là, c'est de quitter le monde du rail bancaire traditionnel pour aller sur la crypto. Donc, on voit que les gros joueurs qui sont déjà hégémoniques en place, ils veulent pas perdre leur statut de roi de la montagne, donc ils achètent des entreprises qui sont très prometteuses en termes de technologie blockchain. Bitcoin et la résilience décentralisée. Il y a eu aussi une grosse panne. Puis il y a eu une panne plus tôt durant l'été, aussi en France, où est-ce que l'accès au guichet automatique était interrompu. Mais le 30 octobre, Bitcoin a démontré sa résilience alors que Amazon Web Server était en pleine panne. Alors, en gros, il y a une interruption majeure des services d'Amazon Web Server. Vous savez qu'il y a beaucoup de sites web et de plateformes qui sont hébergés sur Amazon Web Server. Ça leur a rendu inaccessible de nombreuses plateformes bancaires et d'échanges de crypto-monnaies centralisées. Pendant ce temps-là, Bitcoin, il roulait, pépère, comme d'habitude, comme une horloge vraiment timée. Il produisait un bloc à chaque 10 minutes avec toutes les transactions dedans, puis il roulait 24 heures sur 24 sans aucun problème. Alors, c'est toute une leçon sur la souveraineté. Ça sert, en fait, on voit que d'un côté, les pannes avec les services centralisés quand ça arrive, ça touche beaucoup de monde. Alors que là, dans ce cas-ci, si on a vraiment une réserve monétaire mondiale qui est fondée sur Bitcoin, techniquement, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de one single point of failure sur Bitcoin. Alors, il n'y a pas d'endroit où on peut taper puis rendre le tout inopérant puis faire des ravages sur plusieurs systèmes en même temps. Proposition française aussi pour une réserve stratégique de Bitcoin en octobre, le 30 octobre. En fait, c'est un projet de loi qui a été déposé qui vise à créer une réserve d'État en Bitcoin qui vise à protéger le pouvoir d'achat national contre l'inflation. Le positionnement européen, donc la France deviendrait le premier grand pays de l'Union européenne à considérer Bitcoin comme un actif de réserve, signalant un tournant vers la souveraineté financière numérique. Ensuite, même chose, en fait, le modèle du New Hampshire qui a été lancé un peu plus tôt, a inspiré la législation française. Alors,
très intéressant de voir qu'au niveau étatique, là, que ce soit au niveau fédéral ou étatique, les petits États, les provinces, si vous voulez, ça bouge de ce côté-là. Étonnamment, il ne se passe pas grand-chose au Québec comme réflexion de ce côté-là. Novembre 2025, l'Université Harvard accroît sa position. Donc, elle avait révélé détenir 116 millions de dollars dans les actifs d'ETF Bitcoin de BlackRock et elle a ajouté, donc, passé de 116 à 443 millions de dollars. On voit que Harvard, qui était, en fait, qu'il y avait des professeurs qui étaient très sceptiques par rapport à Bitcoin. Hein, on a vu ça dans le passé, hein, des études, puis des positionnements officiels des économistes, puis tout ça d'Harvard. Et là, soudainement, le fonds de dotation de Harvard est très bullish par rapport à Bitcoin. Donc, c'était pas assez, juste 116 millions. Ils ont décidé d'augmenter ça de 257%. Abu Dhabi triple son exposition au Bitcoin via les ETF, donc le conseil d'investissement d'Abu Dhabi a triplé ses avoirs en Bitcoin, portant sa réserve de trésorerie à environ 5540 Bitcoin. C'est des achats via des ETF Bitcoin. Puis l'objectif, donc, en fait, présentement, l'Abu Dhabi, c'est le leader souverain numérique, diversifiant ses avoirs au-delà des actifs traditionnels comme l'or. Donc, c'est le champion de la diversification de ses propres économies, si vous voulez bien. Le 14 novembre, lancement de Blockstream Strategic Treasury Reserve. C'est un petit peu, comment dire, à la manière c'est une réponse à MSTR, donc la logique de MicroStrategy ou Strategy qui veut que eux, ils achètent du Bitcoin puis la laissent dans leur réserve puis vous achetez des actions de cette compagnie-là. Dans ce cas-ci, il veut créer une réserve qui a du Bitcoin, mais qui investit dans des entreprises de l'écosystème crypto. Fait que quand tu achètes des actions de cette entreprise-là, non seulement tu as un rendement par rapport à ton exposition pour Bitcoin, mais aussi tu contribues à ce que cette entreprise-là se positionne en achetant des parts d'entreprise. Un peu comme ce que Warren Buffett a fait, et c'est comme ça que ça l'a rendu si riche au final. C'est que qu'il a constamment réinvesti dans sur des actifs d'entreprise dans lesquels il croyait puis qu'il comprenait. Donc, Adam Back, qui est un des cofondateurs, dans le fond, en fait, c'est des premiers collaborateurs à l'ère de Satoshi. Là, on voit Adam Back interagir avec Satoshi, bien qu'on ne sait pas c'est qui. Adam Back est un OG, mais solide, et donc lui a décidé de se lancer dans un fonds comme celui-là. Fait que si jamais vous voulez encourager l'écosystème crypto en achetant des actions de cette compagnie-là, vous allez faire d'une pierre deux coups. Le 18 novembre, première législation municipale américaine de 100 millions de dollars adossés au Bitcoin. Donc, c'est garantie d'actifs numériques collatéralisés à 160. C'est quoi donc ça? J'ai même pas marqué c'est quel. Oh, c'est le New Hampshire. C'est ça. Alors, c'est au New Hampshire. Voilà. Alors, l'idée, en fait, c'est que c'est une municipalité qui utilise Bitcoin comme collatéral pour emprunter de l'argent. Donc, ils ont passé une loi comme quoi, si on a un Bitcoin qui vaut 100 000 ils peuvent, ou 160 000 mettons, ils peuvent emprunter 100 000. Donc, l'idée, c'est d'avoir 160% de la somme visée en dollars américains pour emprunter. Donc, ça va les forcer à avoir du Bitcoin, puis surtout à jouir de la prise de valeur de Bitcoin au fil du temps. Ça, c'est au New Hampshire que ça s'est passé. Décembre 2025, collaboration innovante entre la SEC et la CFTC, j'en ai parlé tantôt. Alors, c'est donc le 10 décembre que ça a été lancé. Officiellement. Donc, il en parlait avant. Maintenant, c'était lancé. Et puis, les fameux contre-maîtres. Donc, pas les contre-maîtres, mais les comptes-maîtres à la Federal Reserve. Donc, il y a une faute, c'est FED. J'en parlais tantôt, mais c'est l'idée que certaines entreprises comme des nouvelles banques, les néobanques, sont maintenant bienvenues pour ouvrir un compte directement à la banque centrale. Alors, ça élimine des intermédiaires. Mais ce que ça passe aussi comme message, c'est que tous les joueurs sont bienvenus. Avant, les joueurs innovants devaient passer par des banques qui, eux, étaient connectés à la banque centrale. Là, soudainement, on ouvre la porte directement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde de la crypto et la fintech, la technologie financière décentralisée, peut désormais venir compétitionner les banques traditionnelles dans leur propre marché. Et c'est quand même assez disruptif comme move. L'énergie du désespoir. En décembre, en fait, il y a une série d'événements novembre, décembre qui se sont passés
Manipulation du marché. On en a parlé récemment aussi là, dans nos rencontres hebdo. Soupçon de spoofing. Donc, spoofing, c'est la suppression d'ordre fictif. C'est qu'imaginez, je fais semblant de passer une ordre de vente. Là, je veux vendre un Bitcoin, mettons, sur un échange. Puis, je veux le vendre, je le vends pas cher. Fait que là, mais finalement, à la dernière minute, je retire mon offre de vente. Ça, c'est du spoofing. Donc, il y aurait eu de la manipulation pour faire chuter artificiellement le prix du Bitcoin. C'est ce qui a causé la chute vertigineuse qu'on a vue le 10 octobre dernier. En même temps, de la pression sur MicroStrategy qui aurait été exercée indûment de la part, d'une part, de l'indice MSCI. C'est quoi l'indice MSCI? C'est comme le S&P 500, dans le fond. Le MSCI, c'est un indice que s'ils décident d'accepter ou pas certaines entreprises de par leur performance, bien sûr, dans leur indice, ben les fonds en achètent de toute façon. Fait que c'est comme une autre manière de pouvoir acheter directement des actions d'une entreprise qui est exposée à Bitcoin. En étant un fonds, comme je sais pas, le fonds de pension d'Air Canada, je me pose pas la question. Je vais juste acheter l'indice, comme ça, j'achète un bouquet d'entreprises performantes. Sauf que là, MSCI a lancé l'idée que le 15 janvier prochain, il pourrait décider d'avoir une directive comme quoi les entreprises qui détiennent plus de 50% de leurs actifs en Bitcoin, donc ce qu'on appelle les Bitcoin Treasury Reserve Company, donc ces entreprises-là ne seraient pas considérées comme pouvant faire partie de l'indice. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de facto, tous les fonds qui ont investi sur l'indice et qui avaient par la banque ou par cet intermédiaire-là acheté des actions ou s'étaient exposés à MicroStrategy qui, elle, s'est exposée à Bitcoin, ben, du jour au lendemain, tous les fonds se retirent de ces actions-là. Ça fait quoi? Ça fait chuter l'action de MicroStrategy qui va éventuellement faire chuter l'action du Bitcoin. Et c'est pas rien. Au même moment, JP Morgan, donc la grande banque américaine, créait des synergies, des rapports alarmistes qui créent une synergie par rapport au positionnement du MSCI. Et donc, ça pourrait éventuellement provoquer ça l'a provoqué, en fait, des forces de vente massives des fonds passifs au profit des banques lançant des produits dérivés du BTC. Fait que c'est ça qui est fou. Ça joue du coude. J'ai fait une petite image. On voit Jamie Dimon qui est en train de faire de la suppression qui pousse artificiellement le prix du Bitcoin à la baisse. En même temps, il joue du coude en disant, ben là, nous autres à l'interne, on est très préoccupés par l'annonce du MSCI, comme quoi on pourrait retirer des entreprises comme MicroStrategy, etc. Et puis, d'un autre côté, ben, ils préparent eux-mêmes leurs propres produits, leurs propres fonds négociés en bourse ou peu importe, qui vont pouvoir éventuellement être mis en marché pour compétitionner et carrément prendre la place de marché de MicroStrategy. Fait que c'est à surveiller. Ça, c'est un gros truc qui arrive en janvier 2025. Et l'autre chose aussi, c'est que malgré le fait que Trump a signé plein de décrets pro-crypto, interdisant aussi aux grandes banques de continuer de fermer des comptes d'acteurs clés comme Strike. D'ailleurs, Strike, c'est une entreprise où tu peux comme endetter ton Bitcoin. Tu peux emprunter, tu vas mettre ton Bitcoin là, puis tu peux emprunter, faire un emprunt collatéralisé. Donc, Strike s'est fait unbanked, s'est fait débancariser. Dans ce contexte-là, c'est quand même particulier quand tu as des banques qui voient des compétiteurs qui disent « je te coupe les vivres, je te ferme ton compte ». D'où l'importance que Strike soit capable d'avoir un compte directement à la Federal Reserve. Parce que, imaginez, vous êtes un compétiteur, OK? Vous êtes je sais pas moi, vous êtes un vendeur de crème glacée et pour exister, vous devez passer par le fournisseur de crème glacée qui décide d'arrêter de vous fournir de la crème glacée du jour au lendemain. Parce que eux autres aussi, ils veulent vendre leur crème glacée au détail. C'est un peu ça la logique. Fait que là, ce qui se passe avec la Federal Reserve, c'est qu'ils vont donner de la place à tout le monde qui mérite bien, en fait, ceux qui sont suffisamment sérieux et qui roulent des grands chiffres d'affaires, de pouvoir se plugger directement sur la Fed. Et donc, de vraiment pouvoir compétitionner le marché sans se faire couper les vivres par le marché. C'est quand même spécial ce qui est en train de se passer. J'ai eu beaucoup de fun avec l'intelligence artificielle à générer cette petite image. En terminant, je vais faire une petite analyse générale de tout ça. Les banques traditionnelles, donc c'est l'année des intégrations institutionnelles, banques traditionnelles, fonds de pension, grandes entreprises, les PME, les commerces. Donc, je vais passer rapidement là-dessus, mais en gros, on a BlackRock, Fidelity qui arrivent, les banques comme JP Morgan qui commencent à jouer dans la crypto, on a les fonds de pension qui commencent à acheter ou à s'exposer à Bitcoin indirectement via des fonds négociés en bourse ou des ETF Bitcoin. Ensuite de ça, vous avez des grandes entreprises comme Walmart qui décident, ou même
Mastercard qui décide d'aller jouer dans la blockchain et la crypto-monnaie, d'une part en s'en servant comme un rail ou une infrastructure de paiement derrière, de l'infrastructure technologique, ou même en offrant des services clients d'achat directement à leurs clients, comme c'est le cas de Walmart. Ensuite de ça, 34% des PME américaines utilisent les cryptos, notamment pour les paiements transfrontaliers rapides et économiques. Donc, on est vraiment dans une adoption très, très rapide. Le cadre réglementaire et géopolitique, donc les lois pro-crypto aux États-Unis sont là, sont en place. Et puis, la Fed ouvre directement l'accès au système de paiement pour les entreprises crypto. Donc, des banques comme Custodia, qui a eu le vent en face non-stop. C'est une banque qui dit, chez nous, tu as la possibilité d'avoir une vraie réserve. Si tu déposes ton argent chez nous, on la reprête pas. C'est quand même assez disruptif. Elle fait une job de banque, là, ce qu'une banque est supposée de faire. Donc, il n'y a pas de fractional reserve banking. Custodia a toujours eu le vent en face pour pouvoir avoir son propre compte à la Fed. Et là, soudainement, c'est possible. Donc, les lois sont pro-crypto, les mesures de la Federal Reserve aussi. Les initiatives européennes qu'on a vues, le Luxembourg qui investit sur Bitcoin, le UK ou le Royaume-Uni qui abandonne les restrictions par rapport aux ETN, qui sont des produits similaires aux ETF, mais différents. La France qui défend une loi sur une réserve stratégique et qui critique aussi l'euro numérique de Christine Lagarde. La régulation canadienne qui arrive lentement mais sûrement, tranquillement, qui perd son rôle de leader de crypto d'antan, mais qui annonce pour 2026 des réflexions par rapport à ça. Et la souveraineté et les réserves stratégiques, en général, Bitcoin est reconnu comme un or numérique de plus en plus par plusieurs États aux États-Unis et partout dans le monde. Et puis l'Europe aussi fait partie de ça. Il y a certains pays européens qui font partie de ça. Et le but, c'est de renforcer l'indépendance financière. La sécurité, le risque, on a vu avec l'histoire de l'influenceur qui s'est fait enlever et malheureusement qui en est décédé, qu'il y a des risques humains par rapport à la garde directe. Donc, l'importance pour nos entités réglementaires de donner le go aux banques pour pouvoir conserver des cryptos en votre nom. C'est sûr que d'investir via des FNB, c'est probablement plus simple, mais pour ceux qui veulent vraiment détenir les cryptos directement dans leur portefeuille froid, ben il faut rester discret. Ceux qui ne sont pas discrets comme moi, ben, sont à risque. On a vu aussi des histoires d'attaques de phishing, donc la boutique de vente de modules de JavaScript qui s'est fait hacker. Donc, on parle d'hameçonnage très sophistiqué, où est-ce que tu ne sais même pas que tu es en train d'envoyer de l'argent à quelqu'un avec des logiciels malveillants qui sont implémentés. Et puis, la souveraineté individuelle via l'autogarde est cruciale pour éviter la confiscation. La règle, pas vos clés, pas vos cryptos, not your keys, not your coins, rappelle l'importance de garder la maîtrise totale de vos clés. Et donc, ça, c'est important. Et c'est pour ça que dans la communauté de pratique que l'on développe ensemble, il y a non seulement des modules qui parlent de ça, mais aussi des conversations à venir dans le courant de l'année là-dessus. Technologie, innovation. On voit que les stablecoins prennent de l'expansion. La tokenisation des actifs, on en a un peu parlé. C'est ce qu'on appelle le Real World Asset Tokenization ou la tokenisation des actifs du monde réel. Être capable de pouvoir co-acheter un bout d'immeuble avec d'autres personnes, c'est possible avec la tokenisation. Vous n'avez pas les moyens d'acheter l'immeuble au complet. Vous pouvez co-détenir l'immeuble. Alors ça s'en vient. La résilience du Bitcoin, on l'a vu. Bitcoin reste debout quand Amazon Web Server tombe en panne. Et puis, il y a des concurrences systèmes, les réseaux décentralisés 24/7 concurrencent réellement les infrastructures centralisées. Puis c'est pour ça que Mastercard, JP Morgan commencent à vouloir se compétitionner eux-mêmes en allant sur ce territoire-là. Donc, l'année 2025 se résume à l'année où les institutions financières majeures ont légitimé les cryptoactifs, intégrant Bitcoin dans leur stratégie de portefeuille, des avancées réglementaires audacieuses, comme le Genius Act, ont structuré un marché crypto plus sûr et plus innovant désormais. La sécurité, ça reste un grand défi. D'ailleurs, les entreprises, les institutions financières devraient ne pas laisser les gens en proie à des arnaqueurs, des faux courtiers qui vendent des cryptos, qui vous font miroiter des gains, et qui se poussent avec le cash sans jamais vous donner votre juste part. Et puis, il y a aussi la vraie sécurité physique, ce qu'on appelle genre le $5 range attack, une attaque avec une clé à molette à 5$. Ce n'est pas visiblement, ce n'est pas que des lubies, ça arrive vraiment dans la vraie vie, donc il faut être très prudent. Et la technologie blockchain, la tokenisation révolutionne les marchés. On va voir ça dans les prochaines années, annonçant une nouvelle ère d'efficacité et de souveraineté. OK, maintenant, 2026, rapidement, qu'est-ce qui nous attend? On se base sur les dynamiques de 2025. L'année 2026 s'annonce comme celle de la consolidation ou de l'accélération de l'intégration. On a vu que
C'est un changement de paradigme qui s'est passé en 2025. Maintenant, on sait à quoi s'attendre. Comme Adam Back le dit, 2026 pourra bouleverser tous les modèles de marché. L'arrivée massive est connue du capital institutionnel devrait continuer à stabiliser la volatilité du Bitcoin. Clairement, Bitcoin, plus il est capitalisé, plus il y a d'argent dans Bitcoin, moins il est volatile, et on le voit aussi. Et puis, ça a aussi démantelé, en fait, le cycle de 4 ans prévisible qu'on connaissait. On avait genre Bitcoin qui était top, down, top, down tout le temps. C'était toujours le meilleur actif 3 années sur 4. Puis quand c'était pas le meilleur, c'était le pire. Cette logique-là qui était rattachée au halving, donc un événement technologique de division par 2 de la récompense des mineurs qui rend la création monétaire de Bitcoin déflationniste au fil du temps. Ben, cet événement technologique-là crée des soubresauts dans le marché. Et là, on voit qu'avec plus de capitalisation et plus d'anticipation, on voit que la volatilité tend à s'étioler tranquillement. Ça, c'est quand JP Morgan ne décide pas carrément de manipuler le marché comme on a vu en octobre dernier. On va voir une guerre des rails financiers, hein? Donc ceux qui possèdent le vieux monde, les bonnes vieilles banques versus les infrastructures, blockchain, stablecoin et peut-être même aussi les monnaies numériques de banque centrale à venir. Les stratégies souveraines émergentes aussi, les réserves stratégiques, les obligations crypto, la géopolitique monétaire. Bitcoin deviendrait un outil géopolitique permettant aux nations de réduire leur dépendance au système monétaire dominant. Ensuite de ça, la décentralisation versus l'institutionnalisation, c'est un grand défi. La concentration du pouvoir, présentement, on a beaucoup de Bitcoin qui sont détenus par des entreprises qui mettent des ETF, donc ça centralise de facto la détention de Bitcoin, concentrant le pouvoir de vote et d'influence sur, particulièrement, qui possède des mineurs a un mot à dire sur la trajectoire technologique de Bitcoin, parce que c'est quand même une bébite qui s'améliore au fil du temps. La réaction décentralisée, donc une contre-réaction pourrait émerger, valorisant des solutions d'autogarde, des protocoles véritablement décentralisés. Puis il y a un équilibre nécessaire. L'enjeu sera de maintenir les bénéfices de la décentralisation tout en permettant l'adoption institutionnelle massive. Les risques à surveiller, fragmentation réglementaire. Il y a eu un panel du FMI qui a soulevé le fait que c'est dangereux qu'on ait plusieurs types de réglementations différentes partout dans le monde. Ça peut créer des brèches, ça peut créer des dangers, en fait, autant pour la lutte, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, le financement du terrorisme. Donc, il y a des enjeux de ce côté-là. Contre la concentration excessive, aussi la concentration croissante des ETF, donc les fonds négociés en bourse adossés au Bitcoin, entre les mains de quelques grandes institutions pourrait créer des points de vulnérabilité systémiques. Hein. On parlait de faire un Bitcoin décentralisé en 2009, puis là, soudainement, on se rend compte que le Bitcoin, dans le fond, le monde possède plus le Bitcoin. Le Bitcoin est possédé par des gens qui nous émettent des papier adossé à ça. Manipulation sophistiquée, on l'a vu, d'être capable de pouvoir continuer à hacker des systèmes. Donc, plus on est dans des lieux centralisés, plus c'est dangereux. On l'a vu avec la panne d'Amazon Web Server. On l'a vu avec le hack aussi de la boutique là, de JavaScript. Quand c'est centralisé à une place, c'est dangereux. Il y a une personne à quelque part qui peut rentrer puis faire des grabuges. Même chose aussi pour la monnaie numérique de banque centrale. Quand c'est centralisé, le pouvoir est excessif entre les mains de quelques joueurs. Ensuite de ça, la sécurité informatique, l'augmentation des attaques comme celle de NPM souligne la nécessité de renforcer la sécurité de tout l'écosystème. Et bonne chance, parce qu'évidemment, il n'y a rien de plus sécuritaire que Bitcoin. Qui est ouvert, transparent, résistant à la censure depuis 2009, puis qui n'a jamais shuté down. Moi, pour ma part, je vous donne quelque chose à surveiller, une décision du MSCI, dont on en a parlé tantôt, mais le 15 janvier, c'est une date à surveiller, parce que si elle annonce qu'une entreprise cotée dans son indice détenant plus de 50% de sa valeur en crypto-monnaie, comme Strategy, donc pour être exclu des indices boursiers, ça pourrait avoir un effet domino, en fait. La règle forcerait des fonds indiciels à vendre des actions et des cryptos concernés, risquant de faire chuter la valeur. Puis ce grand nettoyage-là confronte évidemment l'innovation crypto à la stabilité financière et au pouvoir bancaire. Donc, on n'a pas fini de voir des bras de fer. Je vous dirais, à surveiller en 2025, tout l'enjeu de souveraineté. La réflexion étatique. Plusieurs gouvernements intègrent des bitcoins dans leur réflexion stratégique. Alors, on est là-dedans, à voir. Le Genius Act, ça donne plus de confiance institutionnelle. Donc, on peut s'imaginer qu'il y ait encore plus d'arrivées de capitaux dans Bitcoin. Diversification monétaire, les réserves alternatives pour minimiser la dépendance. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on est dépendant aux monnaies fiat. On parle de Bitcoin depuis tantôt, mais le problème, en fait, c'est la monnaie fiduciaire qui s'imprime. On pourra éventuellement parler d'inflation monétaire et d'inflation des prix dans le marché, si vous voulez, mais ce n'est pas l'objet de la rencontre aujourd'hui.
un renforcement de l'autonomie, donc des réserves en Bitcoin, dans le but de lutter justement aux sanctions économiques. Quand on est dans un monde de guerre commerciale, comment on se positionne par rapport à ça quand on est embarré dehors d'un réseau monétaire? Et je dirais que il y a la menace, en fait, des monnaies numériques de banque centrale. Les États vont être confrontés à un dilemme majeur, et ce n'est pas rien. On pourra avoir l'occasion d'en reparler au fil de l'année, je pense. Mais le dilemme entre adopter une monnaie numérique de banque centrale qui donne un contrôle monétaire centralisé absolu, qui est potentiellement liberticide aussi, puis je pourrais vous expliquer pourquoi si ça vous intéresse. Et le libre cours aussi aux stablecoins. Donc, c'est un ou l'autre. C'est un MBC ou les stablecoins qui sont finalement des monnaies numériques privées de banques commerciales qui servent de tampon en matière de confidentialité et de vie privée, comme c'est le cas présentement. Dans les institutions financières, il peut y avoir plusieurs millions de transactions par jour qui sont surveillées à l'interne et certaines d'entre elles sont envoyées aux entités gouvernementales comme le CANAF. Mais là, ça voudrait dire que tout serait surveillé systématiquement? Pas sûr. Gros truc à surveiller, la double dépense et l'inflation monétaire possible. En gros, le problème, l'argent numérique sans garde-fou peut être copié. J'en ai parlé tantôt. Dépenser 2 fois le même jeton revient à créer de la monnaie. Donc, l'effet inflationniste, là, c'est plus il y a de monnaie en circulation, plus chaque dollar vaut moins, hein, et plus les prix montent. Ça, si vous voulez qu'on en reparle, j'avais fait une présentation là-dessus. Je peux tout vous expliquer ça avec des fractions. C'est super simple à comprendre. Alors, si vous déposez 100$ pour acheter 100$ de stablecoins, OK, vous recevez 100 jetons. L'émetteur qui vous a donné 100 stablecoins a votre 100$, OK? Et pour battre l'inflation de 2%, parce qu'évidemment, ce 100$-là perd de la valeur d'année en année parce qu'il est dilué constamment, parce qu'on imprime toujours plus de monnaie, alors il va aller acheter des bons du trésor pour aller chercher un rendement de 3,7%. Pendant ce temps-là, l'État va dépenser le 100$, parce que le bon du trésor, c'est de donner votre argent à l'État. Il va dépenser 100$ dans l'économie, vous dépensez vos 100 jetons dans l'économie. Donc, 1$ égale 2$ imprimés et dépensés, ça fait plus d'inflation. Donc, moi, je lève le flag. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce problème-là. C'est Michel Kazaka qui a attiré l'attention de tout le monde là-dessus. Mais il reste que le problème des stablecoins, de la manière qu'il est légiféré présentement, peut être une brèche pour créer un monde d'inflation monétaire incontrôlable et exponentielle dans lequel on a vraiment rien d'autre à faire que de souffrir d'inflation des prix, malheureusement. Des questions? Je tiens juste à vous dire avant la période de questions, pour continuer votre apprentissage, vous pouvez vous inscrire au Crypto Coach. Je vous ai fait un beau petit code ici de 25% qui s'appelle Revue Crypto 2025 que vous pouvez utiliser sur la plateforme, puis ça vous donne 25% à vie sur votre abonnement, peut-être par mois ou par année. Clairement. Déjà, par année, c'est moins cher. Fait que vous avez 25% par-dessus. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Et puis, je suis là pour prendre vos questions maintenant. Je vous remercie énormément pour votre attention. J'ai fait 1h36. J'ai dépassé 6 minutes. Je suis vraiment désolé. J'ai une tasse de café qui a revolé partout ici par terre. Mais je suis quand même game d'ouvrir les micros et de prendre vos questions.